Donc, nous allons faire la présentation sur le téléchargement et diffusion en continu de données de Sandbox vers QGIS. Nous savons tous que, effectivement, sur la plateforme, nous avons les images. Ben, il y a des moments, lorsque vous finissez de travailler avec cette plateforme, on cherche à transporter nos données vers d'autres logiciels. Donc, on veut donner l'exemple ici de QGIS. Donc, nous allons télécharger nos données depuis Sandbox vers QGIS. Et en termes de vue d'ensemble de Digital Earth Africa, on peut stocker les données dans ce plateforme. Et on a des outils d'exploration. On peut avoir l'accès aux métadonnées. Et nous avons le stack de Sandbox qui comprend un point de terminaison de catalogue, un point de terminaison de catalogue d'actifs spatio-temporels qui va nous faciliter la recherche en termes de métadonnées. Et nous savons que les métadonnées sont très importantes lorsque on veut avoir les informations sur les données que nous voulons soit utiliser ou soit diffuser. Donc, la description géospatiale standardisée facilite l'identification rapide des données par produit et emplacement ou période, ce qui permet de téléchargement efficace ou des flux dans un logiciel cible. D'accord, donc on aura besoin d'utiliser le stack au moment de faire le streaming, c'est-à-dire la diffusion de nos données. La définition de stack, ça veut dire c'est le spatio-temporal asset catalogue. C'est une nouvelle spécification pour décrire les informations géospatiales facilitant l'indexation et la découverte. La fonctionnalité. Les métadonnées stack de Digital Earth Africa permettent d'identifier rapidement les données disponibles en fonction du produit, de l'emplacement ou de la période. En termes d'utilisation, ces métadonnées permettent le téléchargement efficace des données vers le stockage local ou la division directe dans un logiciel cycle de bureau comme QGIS. Et nous avons un carnet il y aura un carnet sur lequel nous allons travailler et qui va nous fournir brièvement une introduction à l'accès et à l'utilisation des métadonnées de Digital Earth Africa. Comment construire un appel d'API de métadonnées stack, comment rechercher des métadonnées stack et charger les résultats dans Python, comment inspecter et représenter les éléments stack uniques contenus dans les métadonnées, comment inspecter les actifs contenus dans un élément stack, comment télécharger les données à l'aide des métadonnées stack et comment diffuser les données dans QGIS en utilisant les métadonnées stack sans les télécharger au préalable. Nous avons au niveau de notre méthodologie, nous allons d'abord charger les, les données, c'est-à-dire nous allons charger les paquets et au premier abord, nous allons nous connecter au data cube, nous allons faire des recherches du métadonnées, nous allons construire l'appel d'appli, nous allons charger les métadonnées aussi, l'inspection, le téléchargement et maintenant la diffusion des données. Et nous savons qu'avant tout, c'est sur toute cette plateforme, il faut d'abord introduire les paquets dont on a besoin. D'accord? Donc, nous allons importer les paquets de Python que nous allons utiliser dans notre analyse spécifiquement. Le premier, nous allons forcer le géant Panda à utiliser le Shapley au lieu de PGO. Dans une version future, le GeoPanda passera à l'utilisation de Shapley par défaut. On importe le OS, on importe le DataCube, on va importer le URL library, c'est-à-dire la bibliothèque. Nous allons importer le GeoPanda, nous allons importer le Rio S-Array, importer le ODC AWS. Nous allons aussi les importer à partir des éléments que nous allons imprimer. Pour se connecter au DataCube, nous allons seulement essayer d'écrire le code que vous voyez au tableau de DC, c'est égal à DataCube. Nous savons que DataCube, c'est là où toutes les données
de Digital Health Africa sont logés. Donc, lorsque nous voulons des produits de Digital Health Africa et nous voulons être connectés, on se connecte d'abord au Data Cube. Maintenant, si on veut télécharger des données, il faut d'abord avoir des informations sur ces données. Comment faire les recherches dans les métadonnées? Donc, nous allons tout d'abord mettre en place certains paramètres d'analyse qui seront utilisés pour rechercher des métadonnées. Cela inclut produit qui a le même nom de produit que celui utilisé pour charger les données directement à l'aide de DC Loads. Dans cet exemple, nous allons choisir une petite zone au-dessus d'Ile-Ife, dans l'état d'Osun au Nigeria. Et pour une liste complète des produits disponibles, vous allez parcourir le Digital Health la date de début, c'est 2020, 1er janvier 2020, et la date de fin, c'est le 31 décembre, le 1er décembre 2020. Non, non, le 31 janvier 2020. Et nous allons créer notre zone d'étude. Donc, nous allons créer un boss qui a les coordonnées 765 et 435 latitude et 740 et 410 longitude. Donc, nous pouvons maintenant combiner ces paramètres ci-dessus pour créer une URL qui sera utilisée pour interroger les métadonnées Stack Digital Health Africa. Ces métadonnées peuvent être prévisualisées dans un autre onglet en cliquant sur l'URL. Et qu'est-ce que nous allons faire? Pour pouvoir vérifier ça, nous écrivons routes URL qui va nous envoyer vers le Digital Health Africa Explorer. Et nous allons expliquer les racines des documents que nous avons besoin, les limites, et nous allons imprimer. Pour charger les métadonnées de Stack, nous pouvons les stocker au format JSON que nous pouvons lire dans des dictionnaires Python impliqués à l'aide du module Python. Vous vous rappelez qu'au moment où on était en train de charger les paquets, on a chargé les bibliothèques. Donc, en quelque sorte, c'est les dictionnaires, on parle des dictionnaires comme ça. Avec URL Library, on va faire des requêtes de URL, puis nous allons ouvrir le stack et nous aurons, dans ce contexte-là, nous allons pouvoir imprimer les données et en ce qui concerne la probabilité de données qui est égale à 1, on aura les contextes, les détails, les liens, le nombre de données qui ressemblent aux informations que nous avons envoyées et le nombre de données qu'il va nous retourner et le type de collection que nous allons avoir. Dans le résultat ci-dessus, la valeur number return indique que notre recherche a renvoyé 6 résultats uniques. D'accord? Donc, lorsque nous avons envoyé nos paramètres dans les métadonnées et donné les informations que nous voulons, il nous a envoyé que nous pouvons avoir 6 éléments qui ressemblent aux informations que nous voulons. Maintenant, ces résultats sont connus sous le nom d'éléments stack. Il s'agit d'un ensemble atomique de données, de métadonnées indissociables telles qu'un ensemble de données satellitaires uniques. Les données de chaque élément stack sont contenues dans la liste des fonctionnalités des métadonnées. Voilà les informations que nous aurons. Donc, la sortie est tronquée, affichée sous forme d'éléments défiants ou ouvrée dans un éditeur de test. Nous allons ajuster les paramètres de sortie de celle-ci. Voilà les assets, le BBoss, la géométrie, le lien, les propriétés des données seront. Ce sont les informations que nous voulons et c'est ce que nous avons demandé. Il nous a envoyé les informations qu'elle a pu trouver. Ainsi, nous allons faire l'inspection des types de stack. Les fonctionnalités de stack sont stockées sous forme de géozone. Un format de fichier largement utilisé pour stocker les données vectorielles géospatiales.
Cela signifie que nous pouvons facilement le convertir en objet spatial à l'aide du module Python GeoPanda. Cela nous permet de tracer et d'inspecter l'étendue spatiale de nos données. Nous allons convertir des entités en GeoDataFrame. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons, puisqu'on on a déterminé une zone dans laquelle nous voulons travailler. Maintenant, on va donner les limites de cette zone-là. Nous allons convertir les limites, les entités en GeoDataFrame. D'accord? Nous allons cette fois-ci représenter les empreintes de chaque ensemble de données. Nous allons faire l'exercice des acycliques stack. Si nous imprimons le GeoDataFrame lui-même, nous pouvons voir qu'il contient des champs de méthodes données utiles qui fournissent des informations sur chaque ensemble de données. Nous avons la géométrie, nous avons le titre, nous avons la projection, la plateforme, comment l'image a été prise, si c'est off nadir, l'instrument qui a été utilisé, ainsi de suite. Non, nous pouvons utiliser pour en savoir plus sur nos données. Par exemple, nous pouvons tracer nos ensembles de données à l'aide du champ IOCloud Cover pour montrer quel pourcentage de chaque ensemble de données a été masqué par les nuages. Vous allez constater ici, notre zone de travail, c'est ce que nous avons ici, ça. Nous avons ça, nous avons les données Y et les données IS. D'accord? Notre zone a été divisée, a été montré qu'elle est divisée en deux. Qu'est-ce que ça donne? Nous pouvons utiliser pour tracer l'ensemble de données à l'aide du champ et quel pourcentage de chaque ensemble de données a été masqué. Par exemple, lorsque nous avons la couleur jaune, ça nous montre que la couverture nuageuse est élevée. D'accord? Donc, c'est seulement la couleur violette qui peut être utilisée dans notre cas d'espèce. Parce que si nous utilisons la zone où nous avons la couleur qui tend vers la couleur jaune, nous n'aurons pas une bonne visibilité en ce qui concerne les données que nous voulons télécharger. D'accord? Donc, déjà, avant de télécharger, il nous montre déjà le niveau de couverture nuageuse. Donc, notre zone d'étude maintenant, il nous dit que le nord est couvert de nuages. Mais le bas, nous pouvons prendre le bas. Donc, chaque élément stack répertorié dans les fonctionnalités peut contenir plusieurs ressources. Ces actifs représentent des fichiers ou des couches de données uniques. Pour les produits Sentinel-2 de Digital Earth Africa, il peut s'agir des bandes, des métadonnées, etc. Chaque élément stack répertorié dans les fonctionnalités peut contenir plusieurs ressources. Ces actifs représentent des fichiers ou des couches de données uniques, par exemple des bandes de télédétection individuelles. Pour les produits Sentinel-2 de Digital Earth Africa, il peut s'agir des bandes, des métadonnées, etc. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire par là? Les actifs que nous allons télécharger représentent des fichiers ou des couches de données uniques. Par exemple, des bandes de télédétection individuelles. Par exemple, lorsqu'on prend des Sentinelles, qu'est-ce que nous voulons? Quel travail nous voulons faire? Est-ce que nous voulons travailler avec les bandes dans le visible? Donc, nous devons connaître quelle bande se retrouve dans le visible. D'accord? Et c'est à nous de savoir comment nous allons faire. Et vous allez constater ça tout à l'heure lorsque on va exécuter notre script. D'accord? Donc, lorsqu'on lui a demandé, il nous a dit que nous avons le AOT, nous avons la bande 1, la bande 2, la bande 3, jusqu'aux bandes 12. D'accord? Et les informations, le B, le A, le SLC, l'information, la métadata, ainsi de suite. Donc, voilà ce que le code que nous avons écrit tout à l'heure, voilà ce que ça nous donne. Donc, voilà les bandes que nous avons. Donc, il est important de noter que chaque ressource, par exemple, la bande 5 fournit une URL unique qui peut être utilisée pour accéder aux données ou les télécharger. Donc, ici, nous sommes en train de dire que chaque bande est liée à une URL unique. Et lorsque nous voulons télécharger, ce n'est pas la bande que nous allons mettre dans le document. On met son URL pour pouvoir le télécharger.
Cela indique que nos données sont stockées dans le cloud sur Amazon S3. D'accord? Maintenant, nous allons imprimer le stack, les détails du stack. OK? Nous avons la bande 5. OK? Et nous avons son URL qui suit. Et nous avons la projection qui nous donne dans quelle projection nous sommes. OK? La transformation, le rôle, le titre de la bande et le type d'image. Nous avons l'image est un TIFF, c'est-à-dire un géotiff. Maintenant, nous allons télécharger. Nous allons télécharger maintenant nos données en utilisant nos fichiers en utilisant le stack. Maintenant que nous avons une URL, nous pouvons l'utiliser pour télécharger des données sur notre disque local. Par exemple, nous pouvons télécharger des données pour la bande satellite B5 dans notre élément stack. Nous pouvons le faire en utilisant la fonction S3 download de odc.aws. Vous vous rappelez quand on nous a dit que les données sont logées dans Amazon S3. Donc, voilà le lien que nous, comment on fait dans le code que nous allons écrire pour pouvoir être en mesure de pouvoir avoir les données que nous cherchons. Donc, pour vérifier que ce fichier a été correctement téléchargé, nous pouvons le charger dans notre carnet en tant que SARray dataset à l'aide de Rio XArray Open Raci Rio. Nous allons charger les données en tant que SARray dataset. Nous allons télécharger le DS et nous allons représenter un petit tous-ensemble des données. Voilà. Nous avons, si ce bloc note est exécuté sur le bac à sable de Digital Earth Africa, le fichier enregistré apparaîtra dans le Frequently Used Code dans le navigateur de fichiers Jupyter Lab. Pour l'enregistrer sur votre PC local, faites un clic droit sur le fichier et cliquez sur Download. Nous allons faire tout ce que je suis en train de dire là. Nous allons faire ça de manière pratique pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que sans la pratique, vous ne pouvez pas évoluer. D'accord? Donc, après le téléchargement de ces fichiers-là, nous allons télécharger un à un chacune des bandes. D'accord? Et après d'avoir téléchargé ces bandes-là, on va obtenir la liste de toutes les URL de toutes les ressources du premier élément stack. Nous allons télécharger le URL pour URL in URL SC et puis après, nous allons imprimer. En vue d'avoir une vue d'ensemble des données satellites en streaming, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour télécharger les données de la bande B05 pour chacun des 6 éléments stack renvoyés par notre recherche, nous avons obtenu la liste de toutes les URL de la bande B05 qui est appelée Assets B05. Et puis après, nous avons téléchargé chaque URL pour le URL in URL. Après, pour télécharger toutes les bandes disponibles, nous avons obtenu la liste de toutes les URL de toutes les ressources du premier élément stack. Et après, nous avons téléchargé le URL et puis imprimé. Maintenant, en termes de défis, le téléchargement de grands ensembles de données satellitaires directement sur votre propre disque local peut être lent et chronophage. La solution, le streaming de données directement à partir du cloud peut être plus efficace, en particulier pour les formats Cloud Optimized GeoTIFF, qui permet de diffuser de petits morceaux d'image à la fois. En termes de vue d'ensemble de ces données satellitaires en streaming, nous avons une mise en œuvre de cette session qui va nous permettre de comprendre comment les données sont diffusées directement dans le logiciel QGIS. Pour notre première étape, nous allons convertir les URL Amazon S3 au format HTTPS afin qu'elles puissent être lues plus facilement. Le premier élément que nous allons faire, c'est pouvoir connaître le URL que nous allons essayer d'avoir. Donc, le URL est égal à stack item asset B05 head reference. D'accord?
Et donc, maintenant, nous allons le faire pour les différentes bandes que nous avons. On a bande 3, bande 4 et le bande 5. Maintenant, lorsque nous sommes arrivés à ce niveau-là, nous allons faire le streaming de données, la diffusion de données par satellite en vue d'ensemble. Maintenant, nous avons le HTTP de Digital Earth Africa, qui est les données sur lesquelles nous avons extrait les informations au niveau de la métadonnée. C'est le Sentinel-2 et qui est logé au niveau de Amazon AWS S3. D'accord? Nous avons le HTTP en ce qui concerne la bande 3. Nous avons également le HTTP en ce qui concerne la bande 4. Et nous avons le HTTP en ce qui concerne la bande 5. Et vous allez constater que ce sont ces éléments-là que nous allons envoyer vers QGIS pour pouvoir faire notre téléchargement. Donc, pour pouvoir faire la diffusion de données dans QGIS, nous allons d'abord, ou bien directement, dans le geste comme QGIS, sans avoir à les télécharger. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir diffusé les données? C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de télécharger ces données-là, mais nous allons avoir les données directement dans notre logiciel QGIS et nous allons sélectionner et copier d'abord notre URL. Pour ce faire, nous allons à Layer, nous allons Add Layer. Après Add Layer, nous allons à Add Raster Layer puisque nous savons que l'image que nous voulons est en raster. Donc, nous allons ajouter le Raster Add Layer. D'accord? Dans notre presse papier, nous avons déjà ouvert le QGIS, vous savez déjà. Donc, ce que nous allons faire, c'est ça que je suis en train de dire. Dans le gestionnaire de sources de données, dans la boîte de dialogue raster, nous allons cliquer sur HTTP Cloud et nous allons nous assurer que le type est défini sur HTTP, HTTPS et FTP et coller. Il y a une partie que. Et nous allons coller le URL que vous avez déjà dans votre souris, dans la zone de URL. Donc, vous allez constater ici, lorsqu'on a ouvert raster, on a dit on veut ajouter raster. Donc, lorsqu'on est arrivé au niveau de raster, voilà l'interface que nous avons. Et nous allons sélectionner protocole HTTPS. Et au niveau de protocole, nous allons écrire HTTP, HTTPS, FTP. Et puis au niveau de URL, nous allons mettre le URL qu'on a pu obtenir au cours de notre développement avec les codes au niveau de Digital Earth Africa. Voilà, c'est la bande 5 que nous voulons télécharger ici et nous avons mis son URL dans le URL de notre raster. OK? Après ça, nous allons cliquer sur Ajouter. Puis nous allons fermer et nous allons constater qu'après quelques instants, l'image que nous avons identifiée à l'aide du stack apparaîtra sur la carte. Ces données sont diffusées directement depuis le cloud sans aucun téléchargement qui soit nécessaire, sans qu'aucun téléchargement soit nécessaire. Donc voilà l'image que nous avons eue. Il a suffi seulement de connaître le URL et il a suffi seulement de savoir que au niveau de QGIS, c'est les races que nous voulons ajouter. Et lorsque nous ajoutons on dit qu'on veut ajouter race, automatiquement, il nous donne une interface, il nous demande qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que le race que nous voulons ajouter, est-ce que c'est dans un file ou bien nous voulons écrire un protocole. Et nous avons choisi le protocole. Et là, au niveau du protocole, nous avons écrit le HTTP ou bien le HTTPS. Et puis après, maintenant, le URL que nous avons téléchargé au niveau de notre sandbox, nous allons le coller dans ce URL. Et puis après, nous allons seulement cliquer sur Ajouter. Nous allons fermer.
Après quelques instants, l'image que nous avons identifiée à l'aide du stack apparaîtra sur la carte. Ces données sont diffusées directement depuis le cloud. Aucun téléchargement n'est nécessaire. Nous allons cliquer sur Raster dans le menu principal de la fenêtre maintenant. D'accord. Avant, on avait cliqué sur Leia. Maintenant, on vient cliquer sur Raster du menu principal dans la fenêtre déroulante. Nous allons cliquer sur Divers, puis sur Construire un raster virtuel. D'accord? Donc, actuellement, nous allons construire un raster virtuel qui, lorsque nous cliquons dessus, il y a une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Nous allons cliquer sur l'onglet Paramètres. Après ça, nous allons cliquer sur le bouton des Input Layers. Vous avez constaté ça ici. Et après ça, maintenant, nous allons sélectionner les calques à utiliser pour le composite de couleur B5, B4, B3 en suivant l'ordre dans la fenêtre ouverte. Parce que si nous voulons faire des compositions colorées en utilisant Sentinelle, on va avoir le 5, le 4 et le 3. C'est pourquoi on l'a mis en cet ordre B5, B4, B3 dans la fenêtre ouverte. Nous allons cliquer OK. Nous allons cocher place. Il y a un endroit là qui est place. Vous allez cocher ça. Place each file into a separate bond, keep the default. J'espère que vous voyez correctement. Place each input file into a separate bond. OK. Et puis après, nous allons cliquer sur exécuter. Après, lorsqu'on exécute, l'onglet log indiquera le niveau d'exécution de l'opération. Une fois terminé, vous verrez l'image virtuelle. Donc, après l'image virtuelle, maintenant, nous avons, voilà l'image composite que nous avons, l'image composée. D'accord? Donc, c'est l'image de notre zone d'étude qu'on vient d'avoir de manière virtuelle. Et après ça, maintenant, nous avons, puisque c'était virtuel, maintenant, vous pouvez l'enregistrer. D'accord? Vous pouvez enregistrer cette image-là maintenant pour que ça, ce ne soit plus virtuel, bien que ça soit une image qui va se retrouver dans votre disque dur. Merci pour votre attention. Les questions, je crois qu'il y en a. OK, Merci, prof, à vous. merci. Merci, monsieur Yadjami. Nous allons prendre quelques questions. Euh, je vois une question là. Quand utiliser le stack et pourquoi? Voilà. Pour Ensuite, utiliser le stacker et pourquoi? Nous avons dit au début que le stack a beaucoup d'avantages. D'accord? Le stack permet les descriptions géospatiales standardisées et facilite l'identification rapide des données par produit, leur emplacement, leur période, ce qui permet des téléchargements efficaces ou des flux dans un logiciel SIG. Et qu'est-ce que ça veut dire stack? C'est ça l'information, je crois. C'est ça ce que la personne veut. oui, il a D'accord. Le demandé. stack, en anglais, on appelle ça Spatial Temporal Assets Catalog. Spatial Temporal Assets Catalog. C'est une nouvelle spécification pour décrire les informations géospatiales. D'accord? C'est une nouvelle spécification pour décrire les informations géospatiales et qui facilite l'indexation et la découverte. Vous savez, dans chaque ordinateur, toutes les données sont indexées. D'accord? Au niveau de notre métadonnée, les éléments sont indexés également. Donc, avec Stack, nous allons pouvoir rapidement avoir accès et en ce qui concerne le produit, en ce qui concerne l'emplacement, là où cette donnée-là se retrouve, et en ce qui concerne la période de cette donnée-là. J'espère que la personne a un peu eu une réponse à sa question. OK. Merci pour la réponse. Il y a d'autres questions. Avez-vous déjà envoyé les liens d'accès de Sandbox ou ça se fera après? Oh, ça va être envoyé. Ça va être envoyé. Les liens seront envoyés.
Alors, Oui, monsieur Adimon, est-ce que tu peux oui, réagir? les liens symboles ont été déjà créés, envoyés dans vos emails, hein. Oui, Donc, les liens d'accès, non? Les liens oui, d'accès. ils sont envoyés depuis. Et depuis, afin de vous permettre de reprendre les process par vous-même. Donc, vérifiez vos boîtes électroniques et vous verrez qu'on vous a certainement envoyé les, 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 les Les éléments paramètres. et les paramètres d'accès, euh, votre email adresse et un mot de passe dans le mail que vous allez utiliser pour vous connecter. OK. Le Sambo, Bonsoir. c'est une... Oui, oui, c'est qui est en train de parler? Pauline David Arambal. Je voudrais demander, concernant la plateforme de DE Africa, comment se connecter pour suivre les cours? Il y a un accès autre à donner ou bien c'est les mêmes accès? Pour vous connecter, vous irez sur la plateforme et les liens sont là et les indications aussi sont bien présentes. Donc, tout à l'heure dans ma présentation, vers la fin, j'avais donné un site web, par exemple, un URL qui montre le lien pour les formations en ligne. Donc, tout à l'heure, quand on va vous envoyer les présentations, vous aurez ce lien-là. D'ailleurs, même c'est déjà placé pour les cours gratuits. C'est déjà mis sur le chat. OK? Quelqu'un dit qu'il n'est pas satisfait sur la question des stacks. Pourquoi dois-je passer par le stack pour prendre une donnée? Et je crois que c'est une Il n'est pas question critique, satisfait. hein. Il n'est pas Euh, satisfait. Il n'a il qu'à dire faut le point qu'il que, n'a pas compris. euh, pour que tu puisses bien comprendre, c'est Chef ou Rachid, ouais. C'est une question pratique. Quand tu vas pratiquer ça, tu vas comprendre. D'ailleurs, même Non, il dans faut les d'abord que... présentations, il y aura des démonstrations là que vous allez suivre. Je crois que c'est beaucoup plus pratique ce qu'il est en train de demander. Non, au fait, c'est une spécification seulement qui permet d'avoir accès au catalogue, puisque les données sont organisées en catalogue. Ça permet d'avoir accès au catalogue de manière beaucoup plus rapide, parce que les données, lorsqu'on parle de métadonnées, c'est des milliards. Hubert, Pour avoir accès aussi rapidement à ces données, tu utilises cette spécification-là pour avoir un accès rapide en termes de la période de l'image que tu cherches, le temps et la période de l'emplacement où l'image se retrouve et aussi, comment on appelle-t-on, le type de produit dont tu cherches. C'est tout. C'est comme souvent, on est dans là où on téléchargeait les Landsat entre-temps de USGSS, on donne les informations que nous voulons telle image, nous voulons telle chose. C'est presque la même chose, mais cette fois-ci, toi, tu es allé au niveau des métadonnées pour chercher les informations maintenant. Et ces informations vont te donner les URL qui sont liées aux bandes ou bien aux données d'abord que tu veux. Et maintenant, à partir de cette donnée-là, que tu vas extraire les bandes dont tu en as besoin. Je crois que ça, c'est ça. Ça permet un téléchargement beaucoup plus efficace. Hubert, D'accord? Oui, il a déjà les informations. Je crois que lui-même a dit que c'est clair maintenant. Maintenant, il faut pratiquer ça. Monsieur Souma, vous voulez oui, ajouter? c'était juste pour supporter ce que vient de dire mon collègue Yadjemi. Le STAC, c'est le Spatio-Temporal Access Catalog, qui fouille euh, le catalogue de Digital Earth Africa et ça permet de retrouver toutes les données à partir de la métadonnée.
puisque chaque donnée spatiale a une métadonnée. Et à partir de là, celui qui veut retrouver des produits ou des données dans le catalogue de Digital Earth Africa, à travers le stack, va retrouver l'adresse URL qui lui permettra d'accéder à la donnée. Il a fait mention des autres plateformes comme USGS ou autres. Et dans USGS, vous indiquez votre zone d'étude et le système cherche pour vous retrouver les données selon la période que vous avez indiquée. Et les données spatiales sont des données spatiales et aussi qui ont un caractère temporel. Et donc, lorsque vous avez suivi la démonstration de mon collègue Yadjemi, il a défini le produit, il a défini la période qui l'intéresse. Et à partir de là, dans le catalogue, le stack lui a permis de retrouver et de lui donner les adresses URL qui lui permettront de télécharger ou d'avoir virtuellement accès à ces données-là. L'autre avantage du stack, c'est que certains ont des problèmes d'accès à l'Internet, d'autres ont des problèmes d'ordinateur, la capacité de traitement de leur ordinateur. Et si vous voyez bien dans l'adresse du stack, il vous est référé que vous êtes au niveau du cloud avec le AWS, Amazon Web Service, qui vous permettra maintenant de traiter votre donnée dans le cloud avant que vous ne l'affichiez dans votre logiciel open source. Là, dans ce cas-ci, nous avons utilisé le QGIS. Et selon la procédure qu'il a fait, lorsque vous êtes rentré dans votre QGIS, vous êtes allé dans le manager qui vous permet de sélectionner le protocole que vous voulez utiliser. Vous avez collé l'adresse URL que vous aviez besoin et par rapport à cela, vous avez créé une donnée virtuelle. Et c'est à la fin, lorsque votre donnée virtuelle a été traitée dans le cloud, qui s'affiche dans votre écran de votre ordinateur. Et à partir de là, maintenant, vous sauvegardez et vous continuez le travail que vous voulez faire. Merci. Ok, merci. Monsieur Souma, Bonjour. quelqu'un est en train de dire qu'il n'a pas les identifiants et les mots de passe. Il faut voir aussi le spam, hein, de ton Bonjour. mais Monsieur Médecin Yvon Horace. Oui, Je bonjour. vois le spam. Oui, on vient, s'il vous plaît. Ok. C'est qui, s'il vous C'est plaît, on vous a demandé de mettre vos noms pour qu'on OK. puisse vous identifier D'accord. correctement. OK. Ouais, j'ai vu Mondial Info, information. Ça, c'est pas un nom, s'il vous plaît. Oui, Mondial moi, Informatique. c'est Boukari Guindo depuis le Mali. Ok, Monsieur Boukaré, il faut changer Ouais. OK. Mondial Informatique là en nom, ton nom, D'accord. qu'on OK, il puisse n'y a pas de problème. t'identifier correctement. All right, merci. OK. Ok, D'accord. tu peux aller. Oui. OK. Après, tu Bonjour, peux changer. OK. Bonjour, cher professeur. Merci, Bonjour. professeur Yadjemi, pour cette brillante présentation. Voilà, moi, je veux que professeur Yadjemi revienne un peu sur les caractéristiques des couleurs par couverture nuageuse. Les deux couleurs qu'il a montrées, la couleur verte et violet. Donc, je veux qu'il revienne un peu sur cette caractéristique. Merci. Hubert, C'est bon? Oui, c'est bon. Hubert, Ok, Monsieur Yadjemi. Voilà, il a parlé de couleurs, là, caractéristiques des couleurs par couverture nuageuse. je peux intervenir là, s'il vous plaît? Oui. Oui, professeur Oui, Souma, oui, oui. Oui. Bien. Vous savez que par définition, lorsque vous utilisez vos données satellites, n'est-ce pas, il y a une tolérance qui est définie par rapport au taux de couverture nuageuse. Et donc, lorsque vous suivez bien dans sa démonstration, il y a un pourcentage qu'il avait défini. Et par rapport à ce pourcentage-là maintenant,
il y a une palette de couleurs qui a été utilisée pour définir la légende, pour indiquer à quel taux de couverture nuageuse nous sommes. Et il avait indiqué dans sa présentation que si on a une couleur jaune, cela veut dire qu'on a une très forte couverture nuageuse. Et par conséquent, la donnée image n'est pas utilisable. Et ce taux de couverture nuageuse ne doit pas dépasser plus de 10 ou 20%. Au-delà de ce pourcentage-là, le système va vous afficher une couleur jaune pour vous indiquer que les données que vous allez recevoir ne sont pas utilisables ou ne peuvent pas vous permettre de prendre des décisions judicieuses à la fin de votre traitement. Merci. OK, Ok, merci merci. beaucoup, c'est bien saisi. Monsieur. Merci beaucoup. Merci, professeur. Ouais. Je rappelle qu'il faut changer D'accord, professeur. votre Oui. nom. C'est valable pour tout le monde, hein. Je vois iPhone de JB. Euh, non, il faut mettre vos noms. OK. Il y a d'autres préoccupations sur le chat? Bon, est-ce qu'on peut évoluer? Je suggère qu'on évolue. Parce qu'il a vu ma main. Il y a le... Oh, c'est Moumouni, tu veux parler? Oui, oui, bonjour, bonjour professeur, bonjour tout le monde. Ok, bonjour. Bonjour, chers enseignants. Bonjour, c'est Moumou Moukala depuis Niamey. Donc, moi, je n'ai pas reçu le lien, le lien pour avoir accès aux données, quoi. Donc, c'est un seul lien que j'ai regardé dans mon spam aussi, je n'ai pas trouvé. Oui, pour ceux qui parlent de couleurs et de pourcentage, mes deux enseignants ont tous dit parce qu'ils ont parlé de métadonnées. C'est pourquoi les métadonnées sont, je m'excuse, hein, c'est pourquoi les métadonnées sont très, très importants dans les données, quoi, parce que les métadonnées donnent des informations sur tout ce qui concerne la donnée. L'origine de la donnée, quand est-ce que la donnée a été collectée, quand est-ce que la donnée a été pré-traitée, qui a collecté les données, les l'URL, tout c'est dans les métadonnées. Merci beaucoup. Ok, merci. Je crois qu'on peut. Oui, monsieur Adimou, est-ce que tu peux revenir sur les questions concernant les mails là? Ok. Beaucoup disent Bon. qu'ils n'ont pas reçu les identifiants. En fait, j'espère que ceux qui se plaignent se Ils sont, sont inscrits. se sont inscrits. Et si vous n'êtes pas inscrit, en tout cas pour les listes officielles que j'ai reçues, les comptes ont été créés et envoyés. Donc, assurez-vous déjà que c'est l'adresse email que vous avez renseignée sur les listes lors de l'enregistrement ou bien de l'envoi des listes par institution. Donc, et là, vraiment, si vous n'avez pas, donc vérifiez vos spams. Assurez-vous que c'est l'adresse email que vous avez utilisée pour l'enregistrement. Et là, si vous ne vous êtes pas inscrit du tout et que par hasard vous avez eu le lien, là, c'est un autre problème. Je vais peut-être repartager encore un petit formulaire pour ceux qui n'ont pas reçu du tout de lien pour que rapidement ça puisse se faire. D'accord, merci. Donc, il y a deux choses. D'abord, si vous vous êtes inscrit, vous êtes supposé avoir le mail. Vous êtes supposé recevoir le mail. Au cas contraire, euh, Monsieur Adimo a promis
vous envoyer rapidement un formulaire pour que ceux qui n'ont pas reçu les paramètres puissent s'inscrire rapidement pour qu'une solution soit trouvée. Donc, tous ceux qui sont concernés n'ont qu'à utiliser le formulaire qui vous sera envoyé tout à l'heure par M. Adim. Merci. Euh, il y a des explications que vous voulez apporter encore sur le stack. Je crois que on a suffisamment d'informations sur ça, hein. C'est un module qui permet de gérer les métadonnées à travers lesquelles on peut retrouver des données. Monsieur Oui, je crois qu'on peut évoluer. Adimon, oui, tu veux? Non, 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 juste Oui, tu as que affiché. j'ai partagé, non. C'est Monsieur Yadjemi qui est en train de partager, je crois. Ah, d'accord. Pour la prochaine présentation, Hmm, bon, je crois qu'il voulait tester. Monsieur Yadjemi, est-ce qu'il te reçoit, Monsieur Yadjemi Hubert? Monsieur Yadjemi, est-ce que vous me recevez? Son micro est ouvert, mais on ne l'entend pas. Bon. Monsieur Souma, est-ce que votre soundbox Monsieur est... Yadjemi, on ne te reçoit pas. On ne te reçoit pas. Vous me recevez? Oui, oui, là c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. On peut Ok. tester rapidement pour qu'on passe à la prochaine présentation. Merci. Par rapport à ce que nous avons présenté tout à l'heure, voilà le script que nous devons utiliser, que nous allons utiliser pour pouvoir télécharger ces données-là et les envoyer directement, sinon, les envoyer directement en QGIS de manière virtuelle. On l'a dit que lorsque ça vient de manière virtuelle. C'est à vous de sauvegarder ça après. Ce élément-là vous permet de gagner du temps, comme quelqu'un l'a écrit dans le message. Ça permet de gagner réellement du temps. Vous n'avez pas besoin d'aller en termes d'Internet, en termes, vous avez ce que vous avez ici, vous avez le code, vous utilisez l'URL et vous avez votre donnée que vous cherchez. Maintenant, nous avons déjà parlé du contexte dans lequel nous sommes en train de travailler. Nous avons expliqué largement ce que c'est que Stack, d'accord, qui est un langage commun pour décrire les informations géospatiales afin qu'elles puissent être plus facilement indexées et découvertes. Ce qu'on a dit, pour qu'on puisse rapidement trouver les informations que nous cherchons au niveau des données que nous voulons. Donc, ce carnet va nous fournir une brève introduction à à l'utilisation des métadonnées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment construire un appel à API de métadonnées stack, comment rechercher les métadonnées du stack et charger les résultats dans Python, comment vérifier et visualiser les éléments uniques du stack contenus dans les métadonnées, comment vérifier les actifs contenus dans un élément stack, comment télécharger des données en utilisant les métadonnées stack, comment diffuser les données dans Python et QGIS en utilisant les métadonnées du stack sans les télécharger. D'accord? Pour pouvoir réaliser cette affaire, nous allons charger les paquets dont nous avons déjà parlé. Maintenant, nous allons nous connecter au DataCube. C'est important pour se connecter au DataCube. Et pour se connecter au DataCube, on utilise le DC qui est égal à DataCube.DataCube application downloading data with a stack. Maintenant, nous allons faire des recherches au niveau des métadonnées du stack. Nous allons d'abord construire l'appel à l'API stack. D'accord? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons écrit le produit qui est le Sentinel-2, la date de début qui est le 1er janvier 2020 et la date de fin qui est le 31 janvier 2020. Nous allons donner notre localisation qui est le BB-Boss qui est 765,436 latitude et 7,44,70 longitude. Nous pouvons maintenant combiner les paramètres ci-dessus pour créer un URL. Donc, vous avez déjà l'information. Voilà les paramètres que nous avons déjà. C'est Sentinel
voici la date et voici la localisation. C'est ce que nous voulons et nous devons aller directement à l'endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons écrire cet élément-là, route URL, HTTP Explorer Digital et Africa Stack. D'accord? Nous allons expliquer la collection que nous voulons, c'est-à-dire le produit, la date de début et la date de fin et la localisation que nous voulons. Et puis après, nous allons imprimer. Nous allons maintenant charger les métadonnées du stack. Avec les dictionnaires que nous avons, nous allons faire une requête en ce qui concerne le URL qui va s'ouvrir. Et les données que nous avons utilisées, on a parlé de JSON. Et JSON, c'est aussi un format qui est stocké au niveau du stack et que nous pouvons lire dans des dictionnaires de Python imbriqués en utilisant le module Python JSON. OK. Lorsque nous allons imprimer notre dictionnaire en termes de l'URL que nous voulons, il nous donne les informations en ce qui concerne le contexte, les détails, les liens, le nombre de données qui coïncident avec nos informations. Et maintenant, il va nous retourner ce qui est réellement l'information que nous cherchons. Au début, il a pu trouver 24, mais le retour, il nous a donné 6 éléments qui ressemblent à les informations que nous avons envoyées réellement. D'accord? Le type de collection que nous avons, c'est les ensembles de collections. Nous allons maintenant inspecter les éléments du stack. Là. OK? Pour pouvoir inspecter les éléments, nous allons imprimer les features que nous avons. D'accord? Voilà les éléments que nous avons. Nous avons le asset, nous avons les localisations, nous avons la collection, nous avons la géométrie, nous avons les liens, les propriétés, ainsi de suite en ce qui concerne les données que nous voulons avoir. D'accord? Il nous a donné toutes ces informations concernant ce que nous avons écrit. Donc, cela signifie que nous pouvons facilement convertir en un objet spatial et en utilisant le module Python GeoPanda. Cela nous permettra de visualiser, de vérifier les éléments spatiaux de nos données, ce que nous avons fait en haut. Maintenant, nous allons convertir les features là en GeoData Frame. D'accord? Nous allons écrire GDF, qui est de GPanda, GeoData Frame from Features. Nous avons enfin imprimé les empreintes de chaque jeu de données. Donc, en fonction de notre... Sorry. En fonction de notre... Il y a un petit, je viens. Kernel, stats. D'accord? Après la description, nous allons charger, nous allons télécharger, nous allons donner les informations dont nous voulons les donner. Après ça, maintenant, nous avons inspecté les éléments du stack. Après l'inspection des éléments du stack, maintenant, nous avons converti les détails que nous avons eu au niveau du stack. Nous allons convertir ça maintenant en frame. Donc, nous avons maintenant les empreintes de chaque jeu de données qui, nous voyons ici, qui est en bleu, bleu clair et bleu plus. Voilà. Là, lorsque nous avons imprimé le jeu d'état frame lui-même, nous avons pu voir qu'il contient des champs de métadonnées utiles qui fournissent des informations sur chaque jeu de données, en termes de géométrie, en termes de titre, en termes de la projection, de la plateforme et en termes du système de prise de vue. D'accord? Il en reste encore. Si on tire ici, on va voir les instruments, la couverture nuageuse, le format, ainsi de suite. Ça, voilà les informations que nous avons eues lorsque nous avons imprimé notre GeoData Frame.
Nous pouvons l'utiliser pour en savoir plus sur nos données. Par exemple, nous pouvons représenter nos ensembles de données en utilisant le champ IO Cloud underscore cover pour montrer quel pourcentage de chaque ensemble de données a été obscurci par les nuages. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, nous avons eu les données, nous avons notre data frame. C'est comme des empreintes. Comme souvent, lorsque nous voulons télécharger dans USGS, on a les empreintes d'abord et on regarde est-ce qu'on a les nuages. Quel est le niveau de couverture nuageuse que nous allons voir physiquement. Ici, c'est la même chose que nous avons fait et lorsque nous avons demandé, il nous a montré que le haut est couvert de nuages. Ainsi de suite, voilà l'élément que nous avons écrit pour avoir ça. Couleur des fiches en fonction de la couverture nuageuse. D'accord? Nous avons inspecté les actifs maintenant. Les actifs, chaque élément stack listé dans le détail peut contenir plusieurs assets. Ces ressources représentent des fichiers ou des couches de données uniques, par exemple les bandes de télédétection individuelles. Ici, nous avons utilisé Sentinel-2 qui nous a donné toutes les informations en ce qui concerne les détails que nous avons au niveau de ce produit. Nous avons le AOT, nous avons le B01, B02, B03. Ce sont les bandes que nous disposons au niveau de notre Sentinel-2. Ça. Il est important de noter que chaque actif, par exemple B05, fournit une URL. Donc, chaque actif est lié à un URL. D'accord? Et pour pouvoir télécharger ces données maintenant, ce sont ces URL-là que nous allons utiliser pour pouvoir télécharger nos données. D'accord? Donc, nous avons imprimé le stack de notre détail bande 05. Voilà, il nous donne ici ce qui concerne le URL de la bande 05. Voilà, la projection. Il nous donne le titre et le type d'image. Ici, nous avons le géotype. Donc, après avoir téléchargé ça maintenant, nous avons pu obtenir l'URL qui va nous aider à télécharger cette bande bande 5. Pour vérifier que ce fichier a été téléchargé correctement, nous pouvons le charger dans notre notebook en tant que SRE dataset. Donc, déjà, les données que nous voulons, on peut déjà, à partir de là, nous arrêter, puisqu'on a déjà obtenu le URL, et continuer directement au niveau de notre QGIS. Mais nous voulons vérifier qu'est-ce que ça nous donne d'abord. Automatiquement, nous allons pouvoir displayer ça en SRE dataset. Voilà, nous allons écrire ça. Nous allons chargement des données sous forme de SRE. Et nous allons charger ça. Et voilà l'image que ça nous montre pour la bande 1. D'accord? Ainsi, maintenant, nous pouvons télécharger aussi maintenant plusieurs bandes. Puisque nous avons vu que ça a marché, nous pouvons maintenant télécharger. On a la bande 5, la bande 4 et la bande 3. C'est ce que nous avons pu télécharger en obtenant la liste des URL de chaque bande. Pour télécharger toutes les bandes disponibles pour un seul élément stack. Maintenant, nous allons faire la division des données sans téléchargement. Et nous avons montré que tout d'abord, nous avons obtenu les URL que on l'avait déjà obtenir. D'accord? On a répété ça ici encore. Maintenant, nous avons le bande 3, la bande 4 et la bande 5 que nous voulons obtenir les URL. Et automatiquement, vous allez voir ici, en résultat, puisqu'on a imprimé prints, on a imprimé le résultat que nous voulons en termes de URL. Il nous a donné le URL de chaque bande ici. C'est ça que nous allons copier. Lorsqu'on veut la bande 3, on va copier ce URL-là et c'est ça que nous allons coller au niveau de notre QGIS là-bas. Lorsqu'on est allé à Léa, on est allé à Add Raster et ça nous a donné une interface qui nous a permis de spécialiser que nous voulons utiliser le protocole. Et du protocole, nous avons collé le URL que nous voulons et puis on a lancé le téléchargement de notre bande 3, bande 4, bande 5. Le voilà. Maintenant, on fait le streaming, c'est la diffusion et la reprojection des données. Nous allons charger les données du DataCube, c'est Sentinel-2, l'année, le début et la fin. Les coordonnées X et les coordonnées Y, la résolution et la projection que nous avons. Lorsque nous avons spécifié ça, il nous donne les informations. Il nous dit que nous aurons 33 images.
d'accord, au niveau de notre détail que nous voulons, qui aura ces informations-là. Donc, après les 33 images, nous avons les dimensions, les coordonnées, nous avons le système de projection. Nous pouvons maintenant utiliser la fonction RIO slurp SRE pour transmettre les données que nous avons identifiées en utilisant STAB dans un format qui est cohérent avec les données DS que nous avons chargées en utilisant le DataCube. Notez que JBoss égale à DS, GeoBoss indique à la fonction de charger les données pour qu'elles correspondent aux caractéristiques de DS. Vous avez rappelé en haut, nous avons défini le DS en ce qui concerne le DataCube. La sortie devrait donc apparaître beaucoup plus pixelisée que les tracés précédents. Donc, le chargement des données sous forme de SRE. Le flux de données dans QGIS maintenant, comme je l'ai dit, nous allons ajouter raster. En ajoutant raster, il nous amène vers cette interface. On a le raster, on a les sources. Nous voulons passer par le protocole HTTP. Ici, le protocole, on l'écrit, on va taper. Le type de protocole que nous avons, c'est HTTP, HTTP, FTP. Ici, maintenant, nous allons coller notre URL et nous allons dire seulement ajouter. Et lorsque nous allons cliquer sur ajouter, c'est en bas ici. Vous ne le voyez pas, mais c'est en bas ajouter. Et en bas ici. Vous ajoutez ça et maintenant vous fermez la fenêtre. Et voilà, ici, vous allez attendre pendant quelques instants pour que cette donnée leur soit transmise directement depuis le cloud. D'accord? Et lorsque vous avez ça maintenant, vous avez ça en forme virtuelle. Parce que c'est une seule bande, la bande 3, je crois. C'est pourquoi vous avez ça ici comme ça. Maintenant, pour avoir ça en composition colorée, nous avons utilisé la même procédure pour toute la bande 5, la bande 4 que nous aurons maintenant et que nous allons associer en termes de leur position. On a le 5, puisqu'on veut une composition colorée, on aura le 5, le 4 et le 3. Et c'est comme ça que nous allons avoir notre composition colorée au niveau de notre image. Merci pour votre attention. Prof, à vous.